Dans le sud-ouest du Tennessee, en avril 1862, eut lieu la bataille de Shiloh, théâtre d'un affrontement sans merci, connu encore aujourd'hui pour son lourd bilan meurtrier. Parmi les soldats engagés dans cette bataille, James Harvey Holbrook, ancien migrant chercheur d'or et engagé dans le 1er régiment de l'infanterie volontaire du Nebraska, se distingua par son courage. Blessé gravement à la jambe, il reçut une distinction d'honneur et fut affecté à un poste arrière pour entamer sa convalescence. Bien que lourdement handicapé, sa peur obsessionnelle des chevaux le contraint à parcourir à pied les grandes étendues des États-Unis. Le récit démarre alors qu'il se rend auprès du général Totten pour être nommé à sa nouvelle affectation dans le Nebraska, au pied des collines noires. Traversant la rue animée d'une ville militaire, James se dirige vers la porte d'un saloon. Après un bref échange avec le barman, ce dernier désigne un officier travaillant à une petite table placée dans un coin calme du saloon. James le remercie et se dirige en boitant vers le général Totten. À son approche, le général quitte la lecture de l'un de ses nombreux dossiers pour l'observer. James est un soldat âgé, peut-être 55 ans, à la démarche incertaine. À son arrivée, il salue l'officier avec respect. James Harvey Holbrook, 1er régiment de l'infanterie volontaire du Nebraska. Totten esquisse un signe de tête et, sans un mot, désigne une chaise. James s'assoit, tandis que le général plonge à nouveau son regard dans son travail. J'ai reçu un billet il y a 2 semaines signé du général Grant en personne annonçant votre venue. Je vous attendais plus tôt. J'ai toujours eu peur des chevaux. Voyager à pied prend du temps et puis cette blessure n'arrange rien. Je suis également avisé de votre récente mutation à Fort Randall et des événements récents qui en furent la raison. Les blessures de Shiloh seront longues à cicatriser, tout comme la route qui vous mènera aux portes du Nebraska. Vous trouverez dans cette enveloppe toutes les instructions nécessaires pour la prise de poste. Vous pouvez partir. James observe le général tandis que ce dernier porte un verre à ses lèvres. Il remarque des traces de fatigue sur son visage, des monticules de dossiers, de feuilles volantes, de crayons, faisant de cette table un véritable champ de bataille. James ne bouge pas. Totten le remarque. Qu'attendez-vous ? Vous espériez peut-être m'entendre louer vos exploits de soldat ? Les yeux du général brillent. James reste silencieux. Je suis là. Sur votre route, vous constaterez vous-même les ravages de la guerre, de celle qui se passe loin du front. Depuis plusieurs mois, un gang de hors-la-loi profite de la mobilisation de l'armée pour ravager la région. À sa tête, un nommé William Cantrill, un homme redoutable, violent et imprévisible. Aux dernières nouvelles, il se dirigeait vers les Black Hills. Dieu seul sait pourquoi. Il ne me laisse aucun répit. Mener 2 fronts à la fois m'épuise. Vous feriez mieux de partir avant la tombée de la nuit et de trouver de quoi vous loger. Je ne manquerai pas d'alerter mes supérieurs à Fort Randall si jamais j'entends parler de quoi que ce soit. James se lève, salue son officier avec respect avant de le quitter. Le général demeure seul, contemplant son verre. James ressort du saloon et replace son sac sur le dos. Il observe les alentours et l'horizon. La lumière du jour l'éblouit. Il est temps de reprendre son chemin et trouver un endroit calme pour passer la nuit.
Voici quelques jours que James a quitté le général Totten et qu'il poursuit son chemin vers Fort Randall. Depuis, il a parcouru de longues distances à travers bois et plaines, sautant par-dessus de petits ruisseaux courant entre les collines et contournant les plus gros fleuves sur des miles durant. Parfois, à la nuit tombée, face à un feu de camp et une couverture sur les épaules, il s'évade en jouant de la mandoline. Peut-être se remémore-t-il certains éclats de rire, un regard, jadis flamboyant, qui lui transperçait l'âme d'un amour sempiternel, le film intérieur d'une vie qui s'étire, déborde de ses yeux. Par une belle fin d'après-midi, on retrouve James empruntant l'un de ces chemins tortueux, typiques du Nebraska. La lumière est brune. Les arbres arborent les couleurs chatoyantes de l'automne. Fatigué de sa longue marche, il s'assoit un instant, à l'ombre d'un érable rouge, en lisière d'une forêt, laquelle, en la fixant de son regard perçant, ne lui inspire aucune confiance. Tandis qu'il s'éponge le front d'un petit mouchoir, des coups de feu et des cris retentissent. Le son de cavaliers au galop s'intensifie. De toute évidence, ils viennent en sa direction. Dégainant son arme, il bondit derrière un amas rocheux et reste silencieux, aux aguets. 2 cavaliers armés surgissent sur le chemin et s'arrêtent non loin de James, qui les scrute attentivement. L'un d'eux, élégamment habillé, porte un bandeau de cuir sur l'œil et un mystérieux revolver à sa ceinture. Il se nomme William Quantrill. Je te jure, je l'ai vu s'enfuir par ici. Il est blessé. Il peut pas aller loin. Bien qu'il soit à l'abri des regards, mais comprenant qu'il doit s'agir de hors-la-loi, James part à toute éventualité. Il arme silencieusement son pistolet et se tient prêt à s'en servir. Tu sais comme ces Indiens savent se rendre invisibles. Puis, hésitant, guettant une réaction excessive de Quantrill, le cavalier poursuit. Il fait nuit dans 1 heure et s'il reste immobile, on le retrouvera pas dans cette forêt. Pas s'il est blessé, abruti. Il est quelque part par là. Il se vide de son sang. À moins que tu sois aussi mauvais tireur que conseiller. Affichant un sourire de démon, Quantrill pointe son arme entre les yeux du cavalier. C'est comme ça que je me débarrasse des parasites. Un 3e cavalier arrive au galop en criant et s'arrête près d'eux. William, nous l'avons trouvé. Nous avons enfin trouvé l'entrée de la grotte. Tu entends, fils de chien? Nous sommes maintenant où se cache la cité perdue. Nous sommes prêts à vider vos tombes et pisser sur vos morts. Allez, venez. On n'a pas rien à faire ici. Attendant que les 3 cavaliers soient à bonne distance, James sort de sa cachette, l'arme toujours à la main. Dans les buissons, un bruissement. James se retourne. Un Indien d'une 30aine d'années, visiblement blessé, est assis au sol, le dos contre un arbre. Sa poitrine et sa jambe sont ensanglantées. James maintient son arme, pointée en sa direction. C'est toi qui le recherches? Après un échange de regards intenses, et presque étonné de son geste, James baisse son arme. L'Indien acquiesce d'un mouvement de tête. Vous êtes blessé. Et vous êtes blessé. Mais bon, je peux vous soigner. Mais par contre, il faut pas rester là, hein, il pourrait revenir. James aide l'Indien à se relever. Se soutenant du mieux possible, les 2 hommes boitent vers l'amas rocheux. C'est au prix de nombreux efforts
qu'ils parviennent à se mettre à l'abri dans une enclave de la paroi. L'Indien retire la main de sa plaie et regarde le sang coagulé. On peut voir un magnifique collier ouvragé, incrusté d'une petite pierre bleue. James range son pistolet et s'accroupit auprès de lui. Ici, on sera à l'abri ici. Ça ne semble pas très grave, vous avez eu de la chance. La balle est passée juste au-dessus de l'artère. Mais par contre, le genou, lui, il a traqué. L'Indien ferme sa main sur son pendentif, repose sa tête en arrière contre la paroi, alors que James s'affaire à nettoyer la plaie. L'Indien et James sont près d'un feu. James alimente les flammes et mange de la viande séchée. L'Indien, le bras en écharpe, allume une longue pipe de laquelle se dégage une épaisse fumée blanche. Il aspire quelques bouffées et la tend à James. James hésite un instant, prétextant de finir sa bouchée, puis tend le bras pour s'en saisir. James inspire, tout saute légèrement, ce qui semble convenir à l'Indien. Il est venu le temps de parler, enfin. Je m'appelle Tatanka Yutanka et j'appartiens à la tribu Lakota. Pour les Sioux, je suis le messager des ancêtres, et c'est à travers l'eau et le vent que je propage force et protection. L'homme que vous avez vu tout à l'heure se nomme William Quantrill, accompagné de ses criminels, voleurs. Leur justice est celle de la violence et du sang. Ils profitent de la confusion de la guerre entre les Blancs pour piller, terroriser et saccager. Nul n'est épargné, pas même mon peuple. Il tend la main vers James pour saisir la pipe. Il inhale quelques bouffées. Comme s'il lisait à travers la fumée, il continue son histoire. Depuis quelques semaines, il explore la terre sacrée des Sioux, les Black Hills. Mon peuple. Vous savez, mon peuple n'a qu'une vague idée de ce qu'est le calcul, l'ambition. Il se bat pour sa survie et celle de sa communauté, à travers des actes d'un grand héroïsme. Ils se sont dressés contre cet homme qui bafoue notre terre sacrée. Mais Quantrill y a trouvé bien davantage que quelques guerriers défendant leur mort. Ils lui ont laissé entrevoir des secrets qu'il aurait fallu garder intacts. Je suis arrivé à temps pour l'empêcher de profaner la cité de nos ancêtres. Il m'a poursuivi pour me contraindre à lui montrer l'entrée des grottes, le passage qui mène vers la cité perdue. On le nomme Jewel Cave. Combien d'atrocités ces bandits ont-ils commis durant mon absence? Quoi qu'il en soit, ses complices semblent avoir trouvé l'entrée de la grotte. Cette grotte, qu'abrite-t-elle? Au cœur de la terre, dans les profondeurs du monde, se dresse encore la cité perdue, portail vers l'ancienne civilisation des Lakota. Cette cité est gardée secrète depuis des millénaires. Génération après génération, les Winchasa Warkam en sont les gardiens. Nous la maintenons à l'écart, car profaner ce lieu, c'est déverser sur le monde entier la ruine, la folie meurtrière, la mort. Ce que Quantrill ne comprend pas, c'est qu'il va à sa propre destruction et à celle de l'humanité. Un silence s'installe. James semble vouloir parler, mais à plusieurs reprises se ravise. Enfin, il semble décidé, mais Tatanka le coupe dans son élan. Je vous remercie également pour vos soins. Tatanka sourit. Les deux hommes échangent un regard complice. Je m'appelle James. James,
Pouvez-vous m'aider à retirer cette amulette autour de mon cou? James s'exécute avec précaution. Alors que la cordelette coule le long du cou de Tatanka, James contemple l'objet. Vous la porterez jusqu'à la fin de cette aventure. Elle vous protégera lorsque vous pénétrerez dans Dewey Cave et elle vous guidera dans les galeries qui mènent à la cité perdue. Il faudra boiter James pour invoquer la créature gardienne du secret. James, qui était jusqu'alors absorbé par l'amulette, relève le regard vers l'Indien. Mais de quoi parlez-vous? De repousser Quantrill et ses hommes. Je resterai là pour les contenir et les empêcher de nuire. Je suis le seul à en avoir le pouvoir. M'aiderez-vous, James? James demeure pensif, puis, sans un mot, mais avec détermination, noue l'amulette autour de son cou. Ils ont déjà beaucoup d'avance sur nous, et puis alors là, vous êtes blessé, je boite et je ne suis plus si vigoureux qu'avant, hein, ça... Que Quantrill sache se rendre à Dewey Cave ne signifie pas qu'il ait idée tout cela se trouve. Que voulez-vous dire? Nous y sommes déjà, James. L'abri sous lequel vous m'avez conduit pour nous cacher est l'entrée de Dewey Cave. James relève alors le regard. En effet, sur les parois de la roche, où dansent les ombres du feu scintillant, d'étranges symboles y sont peints et semblent raconter une histoire. Il n'y avait pas même fait attention. Très intrigué, James se relève et suit du regard et des mains les formes dessinées. L'entrée de la grotte sait se faire discrète aux yeux de ceux qui ne sont pas mus par de bonnes intentions. Pour un temps seulement. Au sortir de ses rêveries, James se retourne vers l'Indien. L'air grave. Dans combien de temps Kandri sera là Il arrivera demain, vers midi. L'idiot ne s'en rendra même pas compte. En partant maintenant, vous serez à la cité perdue avant qu'il ne puisse commencer ses noirs desseins. Je vais le retarder autant que possible. Bon courage, James. James hoche la tête à titre d'approbation, ramasse une lanterne restée au sol et se dirige vers l'entrée de la grotte. Il y règne une obscurité si opaque qu'il semble impossible à la lumière d'y pénétrer. Le ciel, jusqu'alors nuageux, dévoile une lune neigeuse et éclabousse finalement le chemin d'une lueur paisible et bleuâtre. Il pénètre dans une large salle aux parois balayées de vagues lueurs argentées. Par l'effet de la lanterne sur les roches cristallisées, la grotte se pare de centaines de points lumineux, reproduisant tout autour de James un monde galactique. Aux abords d'un grand brasier, une foule d'individus festoie. Certains étendus au sol, un second, tête première dans un tonneau. Un groupe chante, bras dessus, bras dessous, bouteille à la main. D'autres encore s'amusent avec leurs armes à tirer sur les étoiles. Des hommes se battent, certains titubent avant de s'écrouler, assommés par des coups perdus. Quelques tables éparses, éclairées par de petites chandelles, accueillent des groupes attablés devant de larges pintes, jouant aux cartes. À l'une d'elles, loin de participer à l'agitation ambiante, William Quantrill étudie un plan usé, dont certaines parties sont manquantes. Il utilise des instruments de navigation empruntés à la marine et note sur un carnet le fruit de ses réflexions.
2 hommes le rejoignent. William, tout est prêt. Nous pouvons partir. Les indications qui nous ont été données sont assez peu compatibles avec celles de la carte. Et pourtant, ces 2 sources sont fiables. Il nous manque une clé pour y voir clair. L'Indien essaiera de nous barrer la route, mais il nous aidera, de gré ou de force. Ta détermination m'est précieuse, et je suis d'accord sur ce point. Ces sauvages plieront face à notre armée, ils nous ouvriront les portes d'or de la cité perdue. Mais il n'y a pas que cela. Une ombre passe sur le camp. Un vent glacial souffle, faisant osciller les flammes des chandelles. Une légende Sioux rapporte qu'une créature maléfique s'attaque à quiconque tenterait de se saisir des richesses de la cité perdue. On l'appelle le Wendigo. Nul besoin de l'ébruiter. Nous devrons seulement nous assurer de la coopération de Sitting Bull. Allons, demain nous serons riches. James apparaît en bordure d'une vaste cavité. Et sous l'effet de la lumière émise par la lanterne sur les cristaux de quartz, des centaines d'étoiles sont projetées tout autour de lui. Au-delà, le chemin poursuit dans l'obscurité, où des chants lointains évoquent des passés glorieux, mais à jamais perdus. James s'immobilise. Devant lui, à la faible lueur de sa lanterne, les contours incertains d'une forme humaine diaphane apparaissent. Bonjour James. Tu t'apprêtes à pénétrer dans le temple de nos ancêtres pour réaliser la mission qui t'a été confiée. Je te guiderai jusqu'à la cité perdue. Il y a bien longtemps, le peuple des Lakota vivait sur la prospère et verdoyante île d'Atlas. Pacifiques et sages, ils ont su faire de l'eau et du vent leurs alliés. Ils demeuraient isolés des autres habitants du monde, car ceux-ci ne pensaient qu'à la guerre, la conquête et la domination. Poussés par la jalousie et la convoitise, une coalition des hommes contre le peuple de l'île engendra la perte de cette civilisation. Les descendants des Sioux furent encerclés et massacrés. Les quelques survivants s'enfuirent par la mer pour rejoindre le nouveau monde, mais peu y arrivèrent. Garants du secret de leurs aînés, ils bâtirent une cité dans les profondeurs du monde pour sauvegarder la mémoire de leur civilisation et la transmettre aux générations futures. Rendus fous par la haine et en guise de punition contre les hommes, ils firent un pacte avec les esprits de la nuit. Quiconque profanerait ce lieu verrait son peuple anéanti par une créature démoniaque au nom du sang jadis versé. Aujourd'hui, seuls les plus sages d'entre nous conservent le pouvoir de la contrôler. Mais gare à ce qui se passerait si la créature était livrée à elle seule, la ruine et la mort pour les habitants du monde, car plus rien alors ne serait en mesure de l'arrêter. Tatanka est assis près de l'âtre, d'où se dégage une fumée blanche, signe d'un feu mourant. Les yeux clos et immobiles, il maintient l'arme de James contre lui. Le soleil l'éclaire d'une lumière douce et réconfortante. Sans prévenir, le canon d'un tromblon vient se loger entre ses 2 yeux. Il s'éveille en soubresaut au son caractéristique de l'arme de Cantril. Il est là, debout, devant lui. Un complice arrache le revolver des mains de l'Indien, tandis qu'un second lui assène un violent coup de pied, soulevant un épais nuage de poussière. Tatanka ne bouge pas.
il observe Cantril, d'un regard froid et direct. Que viens-tu faire ici? Ne t'avais-je pas mis en garde contre la malédiction de la cité perdue? Si tu persistes de ta folie, vous mourrez tous, en emportant l'espoir d'un futur prospère. Je suis fatigué de t'entendre, Vermine. Relevez-le. Sans égard, les deux hommes de main prennent Tatanka par les bras et le relèvent. Dans l'élan, il reçoit un violent coup de poing dans le ventre. Enfin, le saisissant au cou, Cantril rapproche son visage de celui de l'Indien. Et maintenant, tu vas nous aider. James s'éveille. Il est allongé sur un tapis de feuilles, au pied d'un monolithe, situé au centre d'une vaste cité en ruine. La végétation a envahi les murs. L'ensemble est éclairé par une douce lumière provenant d'un plafond blanc aux contours indéfinis. En se relevant, il remarque une gravure du même motif que celui du talisman et située au centre du bloc de pierre. Il s'en approche et comme s'il s'agissait de la seule chose à faire, il y applique le talisman. L'ensemble émet alors une faible lueur qui bat à la manière d'un petit cœur. Quelque chose, le Wendigo vient de se réveiller. Cantril et deux de ses hommes étudient la carte à la lueur d'une lanterne. À quelques mètres, Tatanka est étendu sur le sol, visiblement mourant. Un complice s'approche de lui, s'accroupit et l'observe. William, je crois bien qu'il est en train de nous lâcher. Cantril, sans relever son regard de la carte. Il ne nous aide plus aucune utilité. Il ne parlera pas. La malédiction est un mythe pour leurrer les naïfs et les éloigner des richesses de la cité perdue. Nous maltraitons son plus fidèle représentant, et voilà, il ne se passe rien. On est d'accord? Le Wendigo n'existe pas. Tatanka demeure immobile. Du sang coule le long de son front et goutte en bordure de ses joues. Jusqu'alors inconscient, il est soudainement animé de violents tremblements. À la manière d'une fumée noire provenant d'un feu sans flamme, une ombre s'extrait de son corps avant de se répandre, opaque, sur l'ensemble de la clairière. Alertés par l'obscurité soudaine, les trois hommes voient se déployer devant leurs yeux pétrifiés une créature immense, maléfique, fusion d'un animal et du vent. Déchaîner de violentes rafales et les plonger au cœur d'une tempête mortelle. Dans la nuit glacée, et sous une lune brune, légèrement voilée, qui baigne les cimes d'une couleur doucement orangée, tout est de nouveau calme. James ressort de la grotte. Le soleil brille faiblement à travers la ramure des arbres et projette dans l'atmosphère des rayons dorés. Aveuglé, il plisse les yeux de cette soudaine luminosité. La main portée à son front, il observe la clairière
et l'emplacement où il avait vu pour la première fois Tatanka. Sur le sol, il remarque la présence de divers objets et accessoires éparpillés. Il ramasse le bandeau de Cantrell qui est maculé de sang. Et parmi quelques pistolets, il aperçoit le sien, qu'il récupère. Dans son geste, il est surpris par un craquement. Quelque chose d'invisible et à la respiration rauque tourne autour de lui. Tatanka! Tatanka! Un vent, soudain mêlé d'un hurlement lugubre de bête sauvage, s'abat sur lui. Instinctivement, il porte la main à l'amulette. Le vent sévit de plus en plus et comme expulsé de nulle part, Tatanka surgit et s'abat sur le sol, inanimé. James s'accroupit et retourne l'homme sur le dos. Celui-ci ouvre les yeux et respire fortement, comme s'il sortait d'une longue apnée. James l'aide à s'asseoir pour lui permettre de reprendre son souffle. Les deux amis se sourient. Mais que s'est-il passé? Aidez-moi à me relever. James retire l'amulette de son cou et la remet à Tatanka. Dans son effort, James affiche une expression sidérée. Il secoue sa jambe, stupéfait. Mais ma jambe! Je ne boite plus! Finissant de masser sa jambe, l'air ébahi, il rejoint Tatanka en bordure de falaise. Un magnifique spectacle d'un soleil couchant s'offre à eux. Quelle folie pousse l'homme à la destruction. La menace de Cantrell n'est plus, mais combien d'autres viendront par la suite? Quand nous aurons coupé tous les arbres, et pollué toutes les rivières, et enfermé tous les animaux, alors peut-être comprendrons-nous que l'argent ne se mange pas. Tatanka regarde tendrement James. Il a les yeux humides et perdu dans ses pensées. Sentant le regard posé sur lui, James tourne également la tête en direction de son ami. Mais il n'y découvre rien d'autre qu'un arbre où est accroché un collier en écorce et plumes, maladroite copie de l'amulette. Sur une branche, un oiseau gazouille avant de prendre son envol, et avec lui, transporte le ciel.